Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Une séance que vous allez pouvoir suivre sur notre antenne dans 15 minutes à 15 heures. Très précisément, 11 questions vont être posées par les sénateurs pour interpeller le gouvernement sur des questions très larges, des sujets très larges comme les assassinats en Corse. C'est une question du sénateur corse Nicolas Alfonsi. Et également une question sur la cyberdéfense de Jean-Marie Bockel ou encore Luc Carvounas du groupe socialiste qui va interpeller le gouvernement sur la situation de l'emploi et les très mauvais chiffres du chômage annoncés hier. Et puis également une question du sénateur UMP Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, sur l'organisation des travaux parlementaires. Question liée sans doute à l'annulation hier par le Conseil constitutionnel de la loi sur le logement. Annulation pour vice de forme, on peut dire. Alain Vidalis, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le ministre chargé des relations avec le Parlement. Et le moins qu'on puisse dire cette semaine, c'est que c'est une tâche assez lourde. Oui, c'est une tâche assez lourde, c'est une tâche normale. Et quand il y a des dysfonctionnements au Parlement, naturellement, le ministre des Relations avec le Parlement est en première ligne. Et c'est normal. Alors, le quotidien Libération titrait ce matin « Gouvernement flagrant délit d'amateurisme ». C'est vrai ? Écoutez, franchement, je trouve ça totalement exagéré. Je renvoie chacun d'ailleurs à un article que j'ai retrouvé qui est de 2007 et qui porte exactement le même titre à propos de l'ancienne majorité et de l'ancien gouvernement et qui cite toute une série d'exemples sur les difficultés entre le Parlement et le gouvernement. Et je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on sache ce qu'on veut. Si le modèle politique auquel on aspire, c'est la Corée du Nord, je crois qu'ils n'ont pas de problème avec le Parlement. Mais quand il y a un Parlement, quand il y a deux chambres, eh bien chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est tout à fait normal qu'il y ait, à un moment donné, des positions différentes. Oui, mais encore faut-il respecter les règles de procédure parlementaire, Alain Vidalis. Tout à fait. Je pense que la décision du Conseil constitutionnel, on en prend acte. Il faut regarder un peu techniquement ce qui s'est passé, notamment ici au Sénat. Comment vous l'expliquez, vous ? D'une manière très simple, je pense qu'il y avait un calendrier qui avait été accéléré sur un sujet qui correspond vraiment aux attentes des Français, le logement social. La conférence des présidents du Sénat avait choisi une procédure un peu dérogatoire. Elle n'est pas d'ailleurs annulée ni sanctionnée véritablement par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le texte de la Commission ne devait pas être adopté et on devait continuer le débat sur la base du texte du gouvernement, ce qui est prévu. Or, le texte de la Commission a quand même été adopté ici, ce qui fait que la procédure n'était plus régulière. C'est juste un détail de procédure, mais qui a des conséquences importantes, c'est vrai aujourd'hui. Mais un Sénat qui a quand même dû travailler sur le texte, vous le savez, à une cadence très accélérée. Est-ce qu'on peut continuer à examiner comme ça des textes en urgence ? La procédure d'urgence elle-même n'est pas écartée. Dans tous les cas, je ne parle pas de la procédure, je parle pas de ce qu'on appelle la procédure d'urgence. Je parlais de la procédure d'urgence. Ensuite, sur les délais, naturellement, le gouvernement sera extrêmement attentif à ce que les assemblées et le Sénat, puisqu'on est ici, puissent avoir le temps de travailler. D'ailleurs, c'est à mon avis une condition pour faire du bon travail législatif. En même temps, rappelez-vous les circonstances de cette affaire. Au moment où le président de la République décide d'accélérer le calendrier, les commentateurs, c'est plutôt du style « mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne travaillent pas ?» au gouvernement et aux parlementaires aussi. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à voir la lisibilité de l'action gouvernementale. Entre accélération et freinage, on prend son temps pour réfléchir. Je pense qu'il y a une question de méthode d'abord. Il y a des sujets sur lesquels il y a Il n'y a pas une question aussi de tempo politique que le gouvernement a du mal à trouver. Il y a une question de méthode. Ce gouvernement a choisi la concertation. Ça a été fait sur le contrat de génération. C'est pas une méthode abrupte. On a saisi les partenaires sociaux et peut-être que l'un des événements importants aussi de cette semaine pour la vie des Français, c'est que dans ce pays, l'ensemble des organisations syndicales et patronales se sont mis d'accord pour un texte qui va permettre le maintien dans l'emploi des seniors et l'embauche de jeunes. C'est peut-être un des éléments les plus importants, même si c'est un des moins commentés. J'évoquais tout à l'heure le terme d'amateurisme qui revient non seulement en une de Libération, mais également en une du Monde ce soir et de beaucoup de journaux aujourd'hui. C'est quand même une semaine très noire pour le gouvernement et pour un Premier ministre qui a de plus en plus de mal à s'imposer.
Oui, ce dont je rappelais tout à l'heure, c'est un article du journal Le Monde de 2007, 6 mois après l'entrée au Mais là, gouvernement. c'est l'ensemble de la presse Mais c'est exactement, nationale. c'est pareil. Et toute la presse, il y a 6 mois après, c'était les couacs dans la majorité, les parlementaires UMP qui ont le blues. Donc je crois que rien ne nous empêchera de mener à bien les réformes que l'on fait. Il y a eu un autre texte qui a été hier examiné et validé par le Conseil constitutionnel sur les emplois d'avenir. Ce gouvernement travaille, le Parlement légifère et la majorité du changement est au rendez-vous. Tout le reste, je crois, n'est pas important pour les Français. Donc vous dites que finalement c'est une étape un petit peu normale quand il y a un nouvel exécutif qui a été élu par les Français. Je ne vais pas vous dire que c'est une étape normale d'aboutir à une censure d'un texte par le Conseil constitutionnel. C'est une erreur et je l'assume. Mais dans tous les cas, la question reste entière pour les Français, celle du logement. C'est un texte qui a été combattu durement par la droite ici au Sénat et nous allons le représenter parce que les Français ont besoin de logement social et c'est, je crois, aujourd'hui ce que les Français attendent de la politique. Au début de cette interview, je soulignais la lourdeur de votre charge, de la fonction de ministre chargé des relations avec le Parlement, notamment ici au Sénat où les choses ne sont vraiment pas simples du fait de la courte majorité de la gauche, 6 voix d'avance, on le rappelle. Je vous propose de regarder tout de suite, Alain Vidalis, un sujet de Jérôme Barbier autour justement de cette difficulté de majorité au Sénat et puis on reprend le cours de notre interview après. La courte majorité au Sénat vacille à l'approche du vote sur le projet de loi de finances 2013. Avec seulement 6 voix d'avance pour la gauche, le PS aura besoin de tous ses alliés, radicaux, verts, mais aussi communistes. Pourtant, au moment de la présentation du projet de budget, en septembre dernier, Pierre Laurent affichait déjà son hostilité. Qu'on ne nous dise pas que ce budget épargne 9 salariés sur 10. Parce que d'une part, le gel du barème de l'impôt sur le revenu va toucher un très grand nombre de salariés et pas seulement parmi les plus aisés. Le groupe communiste entretient le suspense jusqu'à mardi prochain pour savoir quelle position adopter. Chez les Verts qui n'ont pourtant pas voté le récent traité budgétaire européen, on appelle à plus d'unité. Il faut le dire et je crois que c'est aussi valable pour nous écologistes. Il faut être capable aussi au moment important de faire des efforts de cohésion de la majorité. Chaque allié a ses exigences. Dernier exemple avec le texte sur le logement, le gouvernement a dû se plier aux demandes des radicaux de gauche pour qu'il soit adopté. Une indépendance revendiquée par le groupe. Nous avons l'habitude de dire ce que nous pensons très clairement. Nous avons aussi l'habitude d'être loyaux par rapport à nos alliés. Mais nous n'avons pas à faire un marchandage quelconque avec le gouvernement ou avec tel ou tel autre groupe. Ce n'est pas notre tradition. Des tractations qui sont pourtant quotidiennes au Sénat entre le PS et ses alliés. Le risque étant que, lassé par cette courte majorité, le gouvernement finisse par ne compter que sur sa majorité absolue à l'Assemblée nationale pour faire adopter ces textes. Effectivement, Alain Vidalis, il y a un risque pour ces groupes de la majorité qui sont parfois un petit peu turbulents ici au Sénat, que le gouvernement finalement passe un peu au-dessus du Sénat pour surtout s'appuyer sur l'Assemblée nationale. C'est pas du tout l'opinion du gouvernement. Le gouvernement sait qu'ici il y a une majorité qui a sa réalité politique. Cette réalité, elle est, c'est vrai, un peu complexe, mais donc ça veut dire que le gouvernement compte sur vos talents de négociateur avec les radicaux, les Verts, le Front de gauche ici au Sénat. Mais surtout, c'est les mots d'ordre, c'est respect, pédagogie et dialogue avec tous les groupes et qui constituent la majorité ici au Sénat. Et nous le faisons et nous allons le faire. Chacun a sa place dans cette majorité. Si on prend effectivement les textes, si on détaille par texte tous ceux qui vont venir devant le Sénat, par exemple sur la loi de finances, est-ce que vous avez peur ici que le Front de gauche ne suive pas le gouvernement? C'est une question qui est posée à la fois au Front de gauche et à la fois à l'institution, un peu au Parlement, puisque chacun sait que si la première partie de la loi de finances n'est pas votée, le Sénat ne pourra pas examiner les missions, c'est-à-dire le détail de l'action des services publics en France, ce qui poserait évidemment une grande difficulté. Donc aujourd'hui, notre option, c'est de poursuivre les négociations, répondre, expliquer. Et je crois que quand on regarde l'une des mesures phares de ce projet de loi de finances, qui est l'alignement des revenus du capital sur les revenus du travail en matière de fiscalité, il me semble que c'est une revendication très ancienne, notamment du Front de gauche, et qu'il pourrait se retrouver dans cette démarche, même si nous sommes évidemment ouverts à poursuivre le dialogue jusqu'au moment où le texte viendra ici en discussion. Puisque vous parlez de la fiscalité, justement, la droite envisage de faire un recours pour non-respect de l'égalité devant l'impôt. Est-ce que là aussi, il y a un risque d'inconstitutionnalité sur le projet de loi ?
loi de finances 2013? Je ne vais pas reprocher à la droite d'exercer son devoir d'opposition. Nous l'avons fait en notre temps. Mais est-ce qu'il y a un risque Et d'inconstitutionnalité? je ne l'ai pas mesuré, mais naturellement, c'est son rôle de saisir le Conseil constitutionnel. Il ne me semble pas, et je ne vois pas sur quoi pourrait reposer aujourd'hui une question d'inégalité devant l'impôt. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on a affaire à des experts quand on sait ce qu'ils avaient fait sur l'impôt sur la fortune. Oui, mais Christian Eckert, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, lui-même a parlé hier d'une fiscalité quasi confiscatoire. Non, il n'a pas parlé d'une fiscalité quasi confiscatoire. Je ne crois pas qu'il ait fait de démonstration sur ce point. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque on demande à ceux qui bénéficiaient des avantages de l'ancienne majorité, finalement, un traitement de droit commun, c'est quoi la fiscalité? C'est de payer un impôt progressif en fonction de ses moyens. C'est la réponse juste à une situation que nous avons trouvée. Ce n'est pas nous qui avons pour l'instant endetté la France. C'est une situation qui a été faite pendant 5 ans. C'est quand même 600 milliards de plus. Il faut aujourd'hui que la France rembourse. Comment la France va rembourser? Pas en s'endettant encore, elle va rembourser avec un effort des Français. Et c'est toute la question de l'effort du redressement dans la justice. Et quelles concessions vous pourriez trouver avec le Front de gauche pour les amener vraiment à voter ce premier volet de la loi de finances? Écoutez, on les a rencontrés, on les écoute, on va les rencontrer et il faut essayer... Ils sont sensibles à quel sujet, par exemple? D'après ce que j'ai compris, à la question de la fiscalité, sur le barème de l'impôt sur le revenu et sur le maintien de son gel décidé par l'ancien gouvernement. Mais il faut aussi expliquer très précisément ce qu'il y a, c'est-à-dire que les salariés petits et moyens ne sont pas touchés puisqu'on a neutralisé ces effets pour ces salariés. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Je pense que le dialogue est ouvert. Dans tous les cas, on va les écouter et aussi bien expliquer ce que l'on a fait parce qu'il y a eu rarement du point de vue fiscal, et je sais que pour eux c'est important, une loi fiscale qui soit avec des marqueurs de gauche aussi forts. Autre texte qui pourrait être rejeté par le Sénat, c'est la proposition de loi sur une transition énergétique sobre, un texte sur l'électricité de François Brottes. Il n'y a pas eu de majorité en commission, en tout cas si, il y a eu une majorité justement pour voter une motion d'irrecevabilité, ce qui fait que le texte a été rejeté en commission. Ça ne va certainement pas non plus passer en séance. Je ne sais pas ce qui va se passer en séance, mais dans tous les cas, l'objectif est partagé. Il y a peu de chance pour que ça passe, non, Alain Vidalis? Il y a peu de chance, mais l'objectif est partagé sur ce qu'on appelle la tarification progressive de l'énergie. C'était un engagement du président de la République et c'est à la majorité de le tenir. Il y a des discussions sur le contenu technique, il y a une appréciation différente, mais comme il y a un objectif partagé, nous allons poursuivre la procédure, la commission mixte paritaire sera réunie et j'espère que nous parviendrons à une position qui sera commune. Puisque mais ça sera sans doute la version de l'Assemblée nationale qui va prédominer alors du coup. C'est pas arrêté pour l'instant et moi je ne mets pas de côté ce qui a été la position du Sénat qui malgré cette motion d'irrecevabilité reste dans le débat. Il y a eu un travail important, sérieux, fait ici au Sénat et on doit le prendre en considération quelle que soit la décision finale. Et là aussi, il y a peut-être un risque d'inconstitutionnalité pour rupture d'égalité devant le tarif de l'électricité, décidément. Oui, il y a beaucoup de gens, mais vous savez, pratiquement sous tous les textes et sous toutes les majorités sont déférés au Conseil constitutionnel. C'est pas parce qu'ils sont déférés. Oui, mais il n'y a pas forcément des points d'inconstitutionnalité qui sont soulevés sur tous les textes. Écoutez, je pense qu'on pourrait mieux fait plus vite de compter ceux sur lesquels il n'y a pas de recours que ceux sur lesquels il y en a. Pour avoir été longtemps dans l'opposition, je peux vous dire que quasi systématiquement des recours sont effectués et c'est tout à fait logique et normal. Ils sont plus ou moins fondés. Sur la rupture d'égalité, franchement, à partir du moment où il s'agit de protéger ceux pour qui aujourd'hui c'est une charge trop lourde, je ne vois pas sur quel principe le Conseil constitutionnel viendrait à intervenir. On est un peu plus d'1 an maintenant de la victoire de la gauche au Sénat et on se rend compte que cette majorité de gauche, elle est vraiment très difficile à tenir. Ici. Elle existe, il y a un président, il y a des groupes. Elle existe, mais elle est fragile. Elle est fragile, c'est une réalité politique, c'est le résultat du choix des grands électeurs. Et je sais que le président du Sénat s'emploie à la faire vivre et le gouvernement ne désespère pas du tout du Sénat et ne considère pas que... Pas encore. Non, pas du tout, et c'est pas notre intention parce que pour faire de bonnes lois, il nous faut 2 chambres. Et puisqu'on a la chance ici de pouvoir avoir une majorité, alors nous comptons sur le travail du Sénat aussi.
Merci beaucoup Alain Vidalys d'avoir été notre invité. On l'a vu sur nos images, le président du Sénat Jean-Pierre Bel vient de rejoindre l'hémicycle, donc je vous laisse à votre tour rejoindre l'hémicycle pour aller sur les bancs du gouvernement. Et effectivement, vous allez pouvoir suivre dans quelques instants en direct sur notre antenne cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Elle va commencer par une question du sénateur de Corse Nicolas Alfonsi autour des assassinats en Corse. C'est normalement Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui devrait lui répondre. Puis ensuite, c'est Gérard Larcher, l'ancien président UMP du Sénat, qui va interpeller le gouvernement et Alain Vidalys, qui était à l'instant sur notre plateau, sur l'organisation des travaux parlementaires, suite évidemment à l'annulation par le Conseil constitutionnel de la loi sur le logement. Et puis après, on aura différents thèmes abordés par les sénateurs autour de l'emploi, évidemment de la cyberdéfense, mais également de l'embroglio avec les écologistes autour de l'aéroport de Notre-Dame de Nantes. Donc tout de suite, je vous laisse rejoindre l'hémicycle du Sénat pour suivre en direct cette séance. À tout à l'heure. Merci. La ministre, pour sa réponse, dispose de 2 minutes 30. Pour la première question, la parole est à monsieur Nicolas Alfonsi pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, 13 ans après l'assassinat du préfet Erignac, la Corse vient de vivre une situation sinon comparable et traverse une nouvelle crise. Le gouvernement a ce lundi pris 10 décisions pour mettre un terme à une comptabilité mortifère qui s'est poursuivie par un nouveau meurtre hier matin. Pour avoir dit non au statut Joxe, non aux accords de Matignon, non au référendum de Sarkozy, et avoir toujours privilégié le réinvestissement total de l'État dans l'île, je ne peux que les approuver. Au demeurant, il se révèle d'imputer à l'État seul la responsabilité de la situation actuelle. Certes, il a connu des défaillances. Quelle meilleure illustration de la mise en sommeil du pôle financier que le classement sans suite, après 6 ans d'instruction par le parquet général de Bastia, du dossier d'une banque régionale. Mais ces défaillances ne sauraient faire oublier celles de la société corse, les connivences, les solidarités qui la minent et dont les premières victimes sont les Corses eux-mêmes. Ainsi, l'Assemblée de Corse a refusé d'examiner une motion condamnant un crime mafieux revendiqué par le FLNC au motif que les élus nationalistes les plus durs s'y opposaient. Václav Havel, devenu président de la République, s'adressant à ses concitoyens, déclarait « Nous sommes malades moralement parce que nous sommes habitués à dire blanc et à penser noir. » Ce jugement pourrait s'appliquer à bien des comportements locaux. L'État ne doit dès lors compter que sur lui-même. Sans doute conviendrait-il de renforcer les moyens de vos nouvelles mesures de politique pénale pour la police, qui est une action toujours difficile à crier. Car nous savons tous qu'un océan existe dans les affaires judiciaires entre le simple soupçon et l'établissement de la preuve. Que contrairement à la Cour de sûreté de l'État, l'Agir c'est de Marseille, les jours c'est d'ailleurs, comme l'a déclaré le procureur d'Alest, ne saurait être des juridictions d'exception. Aussi, seul l'État, par une communication efficace, rendant coup pour coup, par une action s'inscrivant dans la durée et la continuité, par une volonté toujours réaffirmée, pour remettre la Corse en possession d'elle-même. Mais alors qu'aucune demande n'existe dans l'opinion, plus préoccupée par la crise économique et sociale que par de nouvelles réformes institutionnelles, le Conseil exécutif et l'Assemblée de Corse vont délibérer pour réclamer un nouveau statut, plus de compétences, toujours plus d'argent, voire même une réforme de la Constitution. Craignons que ces nouvelles réformes ne conduisent à terme à l'effacement de l'État et laissent la Corse livrée à elle-même et à ses démons. Le gouvernement ne pouvant conduire, Monsieur le ministre, 2 politiques à la fois, merci de nous dire quelle est votre priorité. Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Nicolas Alfonsi, la Corse, c'est la France et c'est la République. Et la France doit évidemment soutien et protection à la Corse et aux Corses. Et c'est évidemment
sens de l'engagement économique de l'État à travers le plan d'investissement exceptionnel. Et l'État sera présent auprès des collectivités dans ce sens. Mais aujourd'hui, vous avez eu raison de le souligner, la Corse connaît de nouveau, est-ce que cela s'est vraiment arrêté, une vague de violence. Une vague de violence qui remonte à loin et qui gangrène profondément la société corse. L'État doit tout simplement assumer, vous l'avez dit, ses responsabilités en profondeur et dans la continuité. Et c'est le sens des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre lundi dernier avec Christiane Taubira, la garde des Sceaux, Pierre Moscovici, ministre de l'Économie, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, et moi-même, pour montrer la détermination de l'État, sa volonté de s'attaquer en profondeur à ces mafias, aux crimes organisés, à l'argent détourné, au financement occulte. Et pour cela, nous avons besoin d'une action en profondeur, en soutenant davantage le travail interministériel, la coopération entre les services de police et de gendarmerie et la coopération entre la police et la justice. Et Christiane Taubira a déjà annoncé que de nouvelles mesures de politique pénale seront proposées. Et nous nous rendrons dans les prochaines semaines avec la garde des Sceaux pour affirmer la volonté intraitable de l'État républicain à assumer ses responsabilités. Mais nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin du soutien des élus et de la société corse, à chacun de prendre ses responsabilités. L'État prendra ses responsabilités, mais il est temps aussi que chacun prenne ses responsabilités pour lutter contre les crimes, contre la délinquance. Il n'y a pas une culture corse particulière. Il n'y a pas la loi de l'omerta. Ça n'existe pas, ça, en République, monsieur le sénateur, et vous le savez bien, et votre combat courageux est là pour le démontrer. Donc nous avons besoin de la mobilisation de toute la société corse. Et puis, pour être aussi clair vis-à-vis de votre question, monsieur le sénateur, il n'y a pas de compromission possible. On ne peut pas mélanger des revendications identitaires ou d'autonomie ou d'évolution du statut, alors que précisément il y a de la violence. Je vous le disais, la Corse, c'est la République. La loi, elle doit s'appliquer pour lutter contre la délinquance et pour lutter contre le crime. Il n'y a pas d'autre voie possible. Merci. La parole est à Monsieur le Président Gérard Larcher pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je regrette l'absence du Premier ministre car c'est à lui que s'adressait ma question. Le Conseil constitutionnel a annulé hier soir la loi relative au logement que vous avez présentée début septembre. Ce n'est pas un couac, comme j'ai pu l'entendre, c'est un camouflet. Le gouvernement a violé la Constitution en refusant d'appliquer correctement les principes de la procédure législative. Il a ignoré les droits du Parlement. Mieux encore, le Premier ministre a porté atteinte à l'indépendance du Conseil constitutionnel en annonçant le matin une décision qui n'était pas rendue. Le Premier ministre a prétendu, et je le cite, qu'il s'agissait d'un cafouillage parlementaire. Non, Monsieur le Premier ministre, je ne crois pas qu'il y ait eu de cafouillage parlementaire. C'est bel et bien un cafouillage du gouvernement, non du Sénat et encore moins de la Commission des affaires économiques. J'ai pu relire avec beaucoup d'attention les travaux de la Commission. Faut-il rappeler les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a fait droit à notre recours? Vous avez fait pression sur le Sénat pour que nous délibérions en séance publique sur le texte du gouvernement et non sur le texte modifié par la Commission. Et c'est pourtant, depuis 2008, une obligation constitutionnelle. Mais en fait, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous n'avez pas respecté la Constitution début juillet en refusant d'organiser une séance de questions. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel vous a alors sèchement rappelé à l'ordre. Depuis l'élection du président de la République, François Hollande, 100% des textes législatifs sont examinés selon la procédure accélérée. Pas une loi ordinaire n'a été examinée normalement. Vous contournez les délais pour feindre l'action. Et je me tourne vers le président du Sénat pour lui rappeler qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il était très attentif sur cette question de la procédure accélérée auprès du président du Sénat que j'étais alors. En fait,
la décision du Conseil constitutionnel marque un tournant. Elle consacre le renforcement du rôle du Parlement que Nicolas Sarkozy et François Fillon ont voulu en 2008. Alors, m'adressant au ministre en charge des relations avec le Parlement, faute de Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous enfin respecter le Parlement? Allez-vous enfin respecter l'opposition? Et la séance d'hier sur le dossier des normes ne m'a pas éclairé et répondu. Allez-vous enfin respecter la Constitution? Mais j'ajoute à ma question une demande. Quand vous allez soumettre le texte sur le logement social au Parlement, je vous demande solennellement d'utiliser la procédure normale. C'est un sujet essentiel pour nombre de Français parmi les plus modestes. C'est un sujet essentiel pour nos collectivités locales et il mérite un vrai débat, donc 2 lectures dans chacune de nos assemblées. Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Larcher, vous ressentez comme un camouflet pour le gouvernement la décision qui a été rendue hier par le Conseil constitutionnel. Dans sa grande sagesse, ça ne vous a pas échappé, c'est assez rare, le Conseil constitutionnel a précisé dans le communiqué, le Conseil constitutionnel a précisé qu'il avait déjà été amené, pour des raisons de procédure, à annuler des lois pour non-respect de la procédure. Et notamment dans une décision du Conseil constitutionnel du mois de juin 2011, qui était très grave, Monsieur le Président, puisque la loi sur le conseiller territorial avait été annulée parce que le gouvernement que vous souteniez, la majorité qui s'exprimait ici encore, avait ignoré les droits du Sénat. Je pense qu'à l'époque, vous avez dû ressentir ça comme un super camouflet. Donc, quand il y a des erreurs, il faut aussi rappeler, le Conseil constitutionnel l'a fait, ce que vous aviez fait. La décision du Conseil constitutionnel d'hier, je crois que vous êtes suffisamment bon juriste pour qu'on rappelle ce qui s'est passé, et il y a un mot dans votre question qui n'est pas juste. Monsieur le Président Larcher, vous ne pouvez pas dire ici, sauf à expliquer comment, que le gouvernement avait fait pression sur le Sénat pour que le débat s'ouvre sur le texte du gouvernement. Il y a eu, et c'est la réalité, tous les documents sont annexés à la décision, il y a eu une décision de votre conférence des présidents qui a été prise d'utiliser l'exception de l'article 92 et ils avaient raison et nous avons accepté cette décision. Elle était d'ailleurs contestée dans la motion d'irrecevabilité, mais les juristes pourront observer que ce débat n'est pas complètement vidé par la décision du Conseil constitutionnel, puisqu'en réalité, le président du Sénat a écrit aussi au Conseil constitutionnel pour défendre cette position, qui était la nôtre, et elle était juste. Malheureusement, le Conseil a dit « mais vous ne pouviez pas à la fois laisser votre commission délibérer et en même temps soumettre le texte au… » Voilà l'origine de la décision. Elle est normale, puisque la procédure, c'est le Conseil constitutionnel qui la contrôle. Alors, la situation d'aujourd'hui ne peut pas quand même vous faire oublier le fond du débat. Vous l'avez rappelé vous-même. Vous avez rappelé que vous étiez très attaché à la question du logement social. Moi, je veux simplement vous rappeler que votre attachement, vous l'avez jusqu'à présent, cette majorité-là, marqué dans le combat contre les mesures pour la création du logement social, contre la mobilisation du foncier public, contre les obligations pour les communes, notamment les communes que vous défendez comme Neuilly de faire du logement social. C'est ça la question qui intéresse les Français. C'est pour ça que nous avons été élus et au-delà des incidents de procédure, nous allons le faire. Merci. Monsieur Jean-Marie Bockel pour le groupe Union des démocrates et indépendants, UC, l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre Kader Arif, mes chers collègues. Il y a eu en France comme ailleurs depuis quelques années un certain nombre de cyberattaques tout à fait dévastatrices. On en a peu parlé, mais il y a eu cette attaque contre le ministère de l'économie et des finances l'an dernier à la veille du G8, G20. Il y a eu l'attaque contre le géant du nucléaire français Areva, sûrement de longue durée avec un pillage très important de sa richesse.
mais il y a eu également des attaques contre la présidence de la République, contre les ministères, pour ne citer que quelques exemples qui concernent au fond les intérêts vitaux de notre pays. Et puis, si on s'interrogeait sur la meilleure manière de perturber gravement le fonctionnement d'un pays comme le nôtre, par exemple paralysé par des cyberattaques sur les systèmes informatiques et Internet, eh bien tout simplement le transport aérien, ferroviaire, le fonctionnement de nos hôpitaux, nos réseaux d'eau, d'énergie, eh bien dites-vous bien que ce serait au fond, avec un minimum d'organisation, assez facile à faire. D'ailleurs, si je prends simplement comme exemple quelques attaques récentes qui ont été destructrices, je pense par exemple au virus Stuxnet qui a cassé littéralement 1000 centrifugeuses à la centrale de Natanz nucléaire, donc en Iran. Je pense très récemment encore à Saudi Aramco, le gérant pétrolier, qui a vu 30 000 ordinateurs détruits. Et donc, vous voyez que nous sommes là sur des sujets qui ne relèvent pas du fantasme. Et puis, les intérêts vitaux, Monsieur le Ministre, c'est aussi nos intérêts économiques, car l'essentiel aujourd'hui de ces pénétrations des réseaux, c'est de l'espionnage massif de notre richesse industrielle. Et en guerre économique, ça compte. Alors, nous avons à la Commission de la Défense et des Affaires étrangères adopté à l'unanimité un certain nombre de pistes, de propositions qui ont bien sûr été soumises au gouvernement. Et je crois que nous attendons maintenant un certain nombre de réponses parce que par rapport à nos voisins, je prends simplement des voisins comme les Britanniques et les Allemands, de niveau comparable, avec des enjeux à la fois de sécurité économique comparables, nous avons du retard. Par exemple, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a été créée en 2009, qui est reconnue tant au niveau national qu'international pour sa compétence, qui est aux côtés des entreprises et des administrations qui sont attaquées, a besoin de voir ses moyens abondés, augmentés. On attend une réponse. On attend également une réponse en termes de sensibilisation du monde économique, des administrations, signaler les attaques afin qu'on puisse aider. Vous le comprenez bien, c'est un enjeu à la fois de sécurité, de vie quotidienne de nos concitoyens, un enjeu économique. Nous attendons également, à l'instar de la Grande-Bretagne, d'autres pays voisins, de l'Allemagne, une prise en compte au plus haut niveau de l'État de cette réalité, des priorités et des réponses que nous attendons à présent du gouvernement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Kader Arif, ministre chargé des Anciens combattants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Jean-Marie Bockel, je tenais d'abord à vous faire part des excuses de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir l'importance qu'accorde le ministre de la Défense à cette question et qu'il a manifesté en se rendant à Bruges, à côté de Rennes, pour visiter le centre technique de la DGA il y a peu. La cyberdéfense est constituée de l'ensemble des moyens techniques et opérationnels visant à détecter, analyser et réagir aux attaques de nature informatique. La nature des systèmes visés est extrêmement variée, depuis les réseaux informatiques classiques jusqu'aux systèmes d'armes, en passant par les systèmes industriels. L'objectif de ces attaques, vous l'avez rappelé, peut être la recherche de renseignements, la neutralisation des systèmes ou encore la modification de l'information. L'organisation de l'État repose sur une étroite collaboration entre l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, j'y reviendrai, et le ministère de la Défense. La coordination technico-opérationnelle est cruciale et se traduit pour le ministère de la Défense en une collaboration très étroite entre la Direction générale de l'armement, la DGA et l'état-major des armées. Nous renforçons actuellement la protection et la défense des systèmes d'information. La montée en puissance de l'ANSSI se traduira par la création de 65 postes supplémentaires en 2013 et elle se poursuivra ensuite. Le prochain livre blanc sur la défense et la sécurité nationale devrait réserver une attention particulière à ces questions et plus particulièrement au ministère de la Défense. Un officier général à la cyberdéfense a été désigné. Une structure spécifique, le Centre d'analyse en lutte informatique défensive, le CALID, a été mis en place. Le CALID va passer de 20 à 40 personnes en 2013 pour être opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, un schéma directeur de la cybersécurité a été préparé. Il vise un renforcement important du domaine. Nous avons ensuite nommé un fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information. Il est rattaché fonctionnellement au chef du cabinet militaire du ministre de la Défense, ce qui est une garantie de la prise en compte au bon niveau de la question de la sécurité de nos systèmes d'information. Enfin, la DGA, et plus particulièrement son centre technique de Bruges,
renforce cette expertise technique déterminante pour la souveraineté de la France par le recrutement planifié de 200 personnes dans les 3 années à venir. J'espère avoir répondu, Monsieur le Sénateur, à vos interrogations. Merci. La parole est à Monsieur Luc Carvounas pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Depuis 16 mois consécutifs, les annonces de licenciements et les plans sociaux se succèdent et malheureusement les chiffres du chômage augmentent inexorablement. La barre des 3 millions de chômeurs est aujourd'hui dépassée. Nous savions tous que la situation de notre pays était grave et nous n'avions pas à sous-estimer les résultats catastrophiques de la politique menée par la droite pendant 10 ans. Ne vous énervez pas, mes collègues. Dès sa formation, Monsieur le ministre, le gouvernement a mis en place une stratégie globale de bataille pour l'emploi et agit sur tous les fronts. Le gouvernement a agi d'abord sur les urgences. Le ministre du redressement productif et le ministre de l'Agriculture, pour la filière agroalimentaire, ont suivi au cas par cas les entreprises en difficulté ou en procédure de licenciement collectif. Un accompagnement et des réponses leur ont été apportées. Le gouvernement a agi aussi sur le court et moyen terme en maintenant et en augmentant les contrats aidés que l'ancienne majorité voulait supprimer. Vous l'avez fait également en créant 150 000 emplois d'avenir pour les jeunes quittant le système scolaire sans formation. Le gouvernement a agi enfin sur le long terme par des mesures en faveur de l'éducation, clé de la réussite. Aujourd'hui, l'accord des partenaires sociaux va permettre la mise en œuvre d'un engagement essentiel du président de la République, les contrats de génération. Ils permettront aux jeunes d'accéder à un premier emploi et aux seniors, trop souvent écartés prématurément du monde du travail, de conserver le leur tout en transmettant leur savoir-faire et leur expérience. Ces contrats sont le 3e volet de la politique qui doit permettre d'inverser la courbe du chômage. Alors, ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous dire plus en détail ce qu'il en est sur ces différents dispositifs et le calendrier de leur mise en œuvre? Je vous remercie, mes chers collègues. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Thierry Repentin, ministre chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Carvounas, vous me permettrez de répondre en lieu et place de Michel Sapin, retenu aujourd'hui par le Forum des ministres du Travail et de l'Emploi. Vous l'avez justement dit, la bataille de l'emploi, c'est la priorité du gouvernement, car nous considérons que la situation économique et sociale l'exige. Nous ne pouvons considérer comme inéluctable la situation que nous avons trouvée avec plus de 10% de la population active au chômage, plus de 3 millions de chômeurs, car c'est ça la réalité que nous avons trouvée en juin dernier, et également des plans sociaux qui ont été habilement retardés et qui viendront dans les mois encore augmenter le nombre de demandeurs d'emploi, hélas, dans notre pays. Nous enrayerons, Monsieur le Sénateur, cette spirale de l'échec et fin 2013, nous ferons d'une telle façon que la courbe du chômage puisse être inversée. Telle est la feuille de route qui était indiquée par le président de la République, une feuille de route qui fait écho à sa double priorité, emploi, jeunesse, pour que les générations qui entrent dans le monde du travail, les nouvelles générations, ne le fassent pas au détriment de celles qui les ont précédées. La première traduction, vous l'avez dit, de cette priorité, elle est sur les rails. Ce sont les 150 000 emplois d'avenir, Monsieur le Sénateur, emplois d'avenir validés hier par le Conseil constitutionnel, car vous oubliez de dire que vous avez essayé de faire censurer cette disposition qui a été faite par la nouvelle majorité au bénéfice de la jeunesse de France. Ces premiers emplois d'avenir seront signés dès le début du mois de novembre prochain, partout dans tous les territoires de France, pour apporter une réponse aux jeunes qui sont sortis du système scolaire sans formation. Ce sera ainsi un emploi et une formation. Deuxième étape, ce sera les contrats de génération, 500 000, qui vous seront proposés à l'occasion d'un texte qui sera débattu au Parlement en janvier prochain. Car sur le fruit d'un travail négocié, du dialogue social renouvelé avec les partenaires sociaux, nous sommes tombés vendredi d'accord avec les partenaires sociaux pour présenter à la représentation nationale ce texte qui alliera les anciens, les seniors et les juniors par un contrat qui liera finalement 2 générations par une transmission de savoir. Et enfin, sans tarder,
Dès la semaine dernière, 40 000 emplois aidés supplémentaires ont été dévolus aux préfets de vos départements respectifs pour accompagner celles et ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi. Vous le voyez, nous agissons d'une façon concrète, respectant en cela les engagements du président de la République pris pendant la campagne, base sur lesquelles la France a voulu une nouvelle majorité. Merci. La parole est à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Ma question concerne une problématique de transport, mais qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Et je voudrais rappeler que la solidarité n'exclut pas la franchise, la solidarité appelle la franchise. Un événement est passé relativement inaperçu, la victoire dans une ville bourgeoise et industrielle de Stuttgart, capitale d'un Land allemand, d'un maire écologiste. Personne ne s'est interrogé sur ce qui a conduit à cette ville à élire un maire écologiste. Je voudrais relater quelque chose de très simple. Le transfert d'une gare existante, ultramoderne, a fait l'objet d'une polémique dans la ville. Des personnes du troisième âge n'ayant jamais manifesté, des personnes ayant pris connaissance de ce dossier s'y sont opposées pour 3 raisons. Première raison, les lois sur l'eau étaient bafouées et ne rentraient pas en ligne de compte de ce qu'exige le Land allemand. Deuxièmement, les lois sur la biodiversité et le respect de la biodiversité n'ont pas été respectées. Troisièmement, la législation concernant la consultation des usagers n'avait pas été menée à son terme. Pour dire les choses autrement, nous avons depuis un certain temps, et c'est acté public, un léger désaccord de fond sur ce dossier. N'ajoutons pas à ce désaccord de fond, qui est d'un point de vue différent, des problèmes de forme. Et ma question est assez simple, elle est la suivante. Pourquoi autant de précipitation et de virulence alors que tous les recours juridiques n'ont pas été à leur terme, ni les recours juridiques au plan national, ni les recours juridiques au plan international? Et pourquoi mettre en place ces expulsions qui forcément vont avoir un coût qui va se rajouter au coût du projet? Nous ne sommes plus à l'ère de l'essence peu chère, nous ne sommes plus à l'heure du kérosène peu cher. Ce projet avait ses défenseurs il y a quelques années. Parmi nous, écologistes, il y a de très nombreux adversaires de ce projet. Et ce projet ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Donc ma question est très simple. Pourquoi autant de virulence? Je ne parle pas du coût des expulsions. On nous a parlé de 500 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai. Pourquoi autant de précipitation sur un dossier qui n'est pas complètement tranché? Et là, je voudrais très solennellement vous appeler à regarder que Notre-Dame-des-Landes ne doit pas demain être ces nouveaux aéroports espagnols qui sont des aéroports désertiques où personne ne circule, où personne ne voyage. Regardez, mes chers collègues, ce qui se passe à Berlin. L'aéroport Willy Brandt n'est toujours pas inauguré alors que là-bas, il n'y avait pas eu de problème et consensus. Merci de votre réponse. Merci. Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice. Le projet d'infrastructure auquel vous faites référence, l'infrastructure aérienne Notre-Dame-des-Landes, est un projet qui, somme toute ancien, puisque engagé sous la maîtrise d'ouvrage de l'État, et c'était en date de 2008, il est financé et porté de longue date par de nombreuses collectivités. C'est le cas des régions, départements, des intercommunalités. Il s'agit non pas d'un nouvel aéroport, mais il s'agit d'un transfert de l'aéroport Nantes-Atlantique, et ce pour des raisons qui sont aussi des raisons environnementales qu'il convient de rappeler, notamment la proximité de l'aéroport Nantes-Atlantique, proximité du centre-ville, et donc les conflits d'usage, les nuisances sonores, la qualité de l'air également qui est prise en compte. Un certain nombre de financements ont été mobilisés. C'est un projet qui est aujourd'hui non pas au début de sa réalisation, mais qui est en phase de réalisation, puisque la déclaration d'utilité publique purgée de tout recours juridique est maintenant applicable et opposable. Et il appartient désormais aux juridictions concernées de statuer sur les derniers contentieux, qui sont des contentieux concernant la propriété et l'expropriation. D'ailleurs, dans la grande sagesse des acteurs de ce projet, il a été entendu d'attendre le recours en cassation des décisions qui ont été prises concernant les transferts de propriété. Donc,
L'État et les élus de notre métropole, du Conseil régional, ont souhaité faire avancer ce dossier dans le respect à la fois des intérêts de la population, des agriculteurs, des communautés de communes concernées, et de faire en sorte que cette méthode puisse être une méthode à la fois de concertation, mais aussi de respect. Et c'est dans ce sens que le gouvernement soutient les procédures engagées. Vous faites référence aux enquêtes, elles sont nombreuses, aux procédures juridiques opposables, elles sont nombreuses. Et notamment, c'est le cas pour les procédures d'enquête publique en cours au titre de loi sur l'eau. Vous le savez, les infrastructures, et notamment des infrastructures de cette importance, peuvent avoir des impacts sur l'eau et sur les milieux aquatiques. Et conformément aux dispositions du Code de l'environnement, Madame la sénatrice, des dispositions spécifiques d'autorisation ou de déclaration doivent être requises. Et ces projets sont soumis à autorisation, comme c'est le cas du projet de l'aéroport, doivent faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation. Et par ailleurs, il doit être nécessaire pour le pétitionnaire de délivrer un dossier complet comportant études d'impact, mesures compensatoires et mesures de préservation des écosystèmes aquatiques. Voilà l'ensemble de ces dispositifs. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de volonté d'outrepasser les procédures. Il y a à la fois un délai, un timing qui est respecté, des procédures qui sont sous contrôle des autorités juridictionnelles et, une fois encore, les enjeux qui sont des enjeux d'aménagement du territoire, des enjeux économiques et, bien évidemment, le fait de les faire rimer avec le respect des intérêts de chacun est au cœur de la préoccupation de la procédure telle qu'elle est depuis 2008 engagée par l'État, au nom de l'État et en collaboration avec les collectivités locales. Merci. La parole est à présent à Monsieur Guy Fischer pour le groupe communiste républicain et citoyen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Le dimanche 21 octobre dernier, Monsieur le Président de la République, François Hollande, clôturait le congrès de la Mutualité française en ces termes: « Aucun Français ne doit se trouver à plus de 30 minutes de soins d'urgence. Aucun instrument financier, si ingénieux soit-il, ne saurait remplacer une stratégie humaine. » J'y étais et j'ai applaudi ces fermes propos. Mais force est de constater pourtant que les dégâts infligés à notre système de soins par le gouvernement précédent, via des véritables plans sociaux, des restructurations et fermetures d'établissements diligentés par les ARS, sont considérables et ne pourront être réparés que par une politique volontariste engagée en urgence pour mettre fin aux déserts médicaux. Je concentrerai mon exemple sur les maternités de proximité. Nous assistons à une véritable fracture sanitaire suite à la fermeture des 2/3 de nos maternités dans les 30 dernières années. Le temps de 45 minutes, retenu comme délai de référence en termes de sécurité pour la mère et l'enfant, n'est plus respecté, ainsi que le souligne la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. L'UFC Que Choisir de mon département vient à son tour de m'alerter en faisant le lien entre déserts médicaux et dépassement d'honoraires. Cette association de consommateurs souligne qu'au-delà des déserts géographiques, zones rurales et quartiers populaires des grands ensembles, la pénurie de médecins ne pratiquant pas de dépassement d'honoraires accroît de façon dramatique l'inégalité dans l'accès aux soins. Dans le Rhône, le pourcentage de la population vivant dans un désert médical gynécologique passe de 9 à 99% si l'on ne peut financièrement accéder qu'à un gynécologue au tarif sans dépassement d'honoraires. Ainsi se conjuguent de façon dramatique fermeture de maternité et fracture entre les patientes. Face à une telle pénurie, il faut agir vite et sur 2 leviers. Décréter un arrêt immédiat des fermetures de maternité, plafonner les dépassements d'honoraires en gynécologie comme dans d'autres secteurs en grande tension. Je vous remercie de bien vouloir nous faire connaître la position du gouvernement sur cette urgence sanitaire. Merci. Merci mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Dominique Bertinotti,
ministre chargé de la Famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de Marisol Touraine qui est retenue à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat sur le PLFSS. Vous dites, Monsieur le Sénateur, à quel point le précédent gouvernement a abîmé notre système de soins et vous avez raison. Si il est utile de rappeler la multiplication des déremboursements de médicaments, l'augmentation continue du forfait hospitalier, la création du forfait sur les consultations médicales, les nouvelles taxes sur les mutuelles, l'explosion du niveau des dépassements d'honoraires. Effectivement, les assurés ont eu l'impression que leur couverture maladie se rétrécissait comme peau de chagrin. Alors c'est vrai, s'impose une réorganisation. La réorganisation de notre système pour permettre à tous l'accès aux soins. Cette réorganisation que conduit Marisol Touraine consistera d'une part à revaloriser les missions de l'hôpital public et d'autre part à veiller à une meilleure organisation de la médecine de proximité, car il est temps de bâtir les parcours autour du patient et non plus autour des structures. Pour permettre à chaque Français de se soigner près de chez lui, est engagé un combat contre les déserts médicaux que vous soulignez. Cela se traduit très concrètement par la création dès 2013 de 200 postes de praticiens locaux de médecine générale, car effectivement, vous avez raison de le souligner, accéder à un médecin est parfois devenu un privilège, cela doit redevenir un droit. Il nous faudra évidemment aller plus loin sur ce sujet en permettant à chaque Français d'accéder, et vous avez rappelé les propos du président de la République, en moins de 30 minutes à des soins d'urgence, en mettant en œuvre aussi des mécanismes d'incitation et d'attractivité pour que les professionnels viennent s'installer dans les territoires sous-dotés. Pour faciliter la consultation d'un médecin de ville, l'organisation en équipe permettra d'accroître les horaires d'ouverture, de prendre en charge les demandes de soins dans des délais raisonnables et d'éviter ainsi tout passage inutile aux urgences. En plus de la lutte contre les déserts médicaux, il faut à terme diminuer le reste à charge supporté par les familles. Les Français ne doivent plus renoncer à se soigner pour des raisons financières. Les Françaises ne doivent pas mettre en danger leur santé et leur grossesse pour des raisons financières. La négociation sur les dépassements d'honoraires qui s'est achevée cette semaine ont abouti sur un accord positif et la gynécologie est aussi concernée par cet accord. Les Françaises en bénéficieront. Vous le voyez, Monsieur le Sénateur, l'action du gouvernement est résolue, action contre les déserts médicaux d'un côté, accord pour diminuer progressivement le reste à charge des familles. C'est ainsi que nous nous dirigeons vers le respect de l'égalité de l'accès aux soins pour tous. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Sido pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Mais je souhaiterais évoquer... Mais Madame Lebranchu est là, elle me répondra. Ma question, j'évoquerai la situation financière très difficile des départements. Situation qui provient de l'inadéquation des dépenses et des allocations de solidarité et de leur financement. Le panier des allocations ne cesse de s'alourdir dans le fonctionnement des départements. En 2012, il devrait croître de 4,4%, alors même que les ressources destinées à les compenser sont en hausse de 0,6%. En 2004, l'État couvrait 70% des allocations de solidarité. En 2010, il n'en garantissait plus que 59%, laissant un reste à charge au département de 5,8 milliards d'euros. 2013 risque d'être plus difficile encore. Si la reconnaissance des départements et de leurs difficultés n'est plus à démontrer, en atteste l'audience que le président de la République, et je l'en remercie d'ailleurs, et son Premier ministre ont accordé avec ses ministres lundi dernier, c'est exact, ces derniers à une délégation de présidents de conseils généraux, nous attendons aujourd'hui des actes forts et concrets. Au terme de ces échanges qui ont eu lieu lundi donc à l'Élysée, il a été fait mention de la mise en œuvre des conditions pérennes de financement des dépenses de solidarité, je rappelle, l'APA, le RSA, la PCH, mais rien ne serait mis en place avant 2014.
Aujourd'hui, comme hier, les départements sont conscients de la situation des comptes publics de la nation. Mais j'affirme que répondre à la question du financement des 3 allocations individuelles de solidarité est un préalable pour restaurer la confiance entre l'État et les conseils généraux. D'ailleurs, quand je dis j'affirme, les 102 présidents de conseil général l'affirment. La réforme annoncée se fait chaque jour de plus en plus pressante pour les départements. Nous attendons des engagements forts qui nous permettront de sortir des impasses financières dans lesquelles certains d'entre nous se trouvent d'ores et déjà et dans laquelle se trouveront tous demain. Alors, avant de trouver la solution financière qui est appelée par les vœux de tout le monde, il est attendu dans un premier temps par les départements un véritable coup de pouce pour compenser certaines dépenses. Il est évoqué une aide exceptionnelle de 170 millions, François Fillon avait mis 140 millions il y a 2 ans, destinée à une trentaine de départements structurellement fragiles et qui n'arrivaient pas à assumer leur mission. Mais qui sont-ils ces départements? Quels critères seront-ils désignés quand on sait que c'est la majorité des départements qui est en difficulté? Dans un deuxième temps, les départements attendent une montée en puissance. Je vous suggérerais de réserver une issue favorable à la PPL de notre collègue Gérard Roche. Elle propose l'élargissement de la première journée de solidarité à l'ensemble des actifs, en particulier les retraités. Elle ne rapporterait pas moins de 900 millions d'euros aux départements. Il en serait de même pour la PPL du sénateur Béchu, relative aux allocations familiales et à l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants placés à l'ASE. Vous avez largement dépassé le temps, il faut arriver à la question. Écoutez, en attendant, Monsieur le Premier ministre, les départements attendent une meilleure prise en compte des difficultés immédiates qui touchent les finances des départements. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le Sénateur, puisque nous sommes dans une ambiance absolument sereine et apaisée, que vous avez salué l'initiative du Président de la République, quand je vous entends nous dire, qu'en 2004, la situation était déjà dure pour les départements, nous sommes en 2012, j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années que la relation entre les départements et l'État est un petit peu une relation amateuriste. Parce qu'il y a longtemps, Monsieur le Président du Conseil général, qu'on aurait pu se rendre compte que passer de 50%, 50-50 de financement de l'APA à 70-30 allait forcément générer cet effet de ciseau que le Président de la République, qui connaît bien les départements, a bien voulu discuter, échanger des conséquences avec l'ensemble des présidents de conseils généraux. Vous dites que ça n'a pas été assez concret. Effectivement, 10 ans, 6 mois, 6 mois que nous avons pris ce dossier avec Anne-Marie Escoffier à bras-le-corps et que nous cherchons, avec le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget, quelle est effectivement la bonne solution de financement pour les départements, de la même manière que nous cherchons la bonne solution de financement pour les conseils régionaux. Je vois le Premier ministre Raffarin qui le rappelait dans un colloque récent. Bien, ces conseils régionaux qui n'ont plus du tout de manne fiscale, de dynamique fiscale. Donc, nous nous engageons à quoi, Monsieur le Président? D'abord, à ce que, dans la loi qui va venir sur les compétences, rien ne soit transféré, décentralisé ou délégué sans que nous ayons discuté en même temps de la ressource. Que rien ne soit donné, entre guillemets, aux départements qui puissent aggraver la situation. Mais nous avons pris l'engagement, et c'est le Président de la République qui l'a dit l'autre jour, de mettre 170 millions d'euros à disposition des départements pour que ceux-ci puissent répondre, d'une part, à cet effet de ciseau dont je parlais, mais aussi aux engagements qu'ils viennent de prendre et que nous saluons, toutes tendances politiques confondues. Nos départements s'engagent sur les emplois d'avenir, 7 000. Nos départements s'engagent sur les contrats aidés. Nos départements s'engagent sur le service civique. Nos départements ont accepté de s'engager dans l'urgence sur le logement social et il faut saluer l'exemple qu'a pu nous donner le président du Conseil général de la Drôme à ce sujet. Nos départements acceptent de s'engager pour que l'investissement public réponde aux besoins
de nos habitants, de nos citoyens, mais que cet investissement public aussi soit générateur de croissance. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons aussi décidé de ne pas diminuer l'aide aux collectivités territoriales cette année. Et j'en termine, puisque j'ai dépassé le temps. Le ministre du Budget s'engage avec nous pour qu'au collectif 2012, on ait trouvé les critères à partir des autofinancements nets, pour répondre à votre juste inquiétude. Et Monsieur Yves Daudigny pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la ministre, ma question concerne les services d'aide à domicile. Nul d'entre nous n'ignore les difficultés financières majeures auxquelles sont confrontées les associations de services d'aide à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Non plus que la gravité des conséquences sociales et économiques de ces difficultés pour nos territoires. Le secteur des services à domicile est essentiel. Il l'est pour le vivre ensemble. Il l'est pour la masse et la manne d'emplois solidaires non délocalisables qu'il représente. Fin 2009, faute de réaction du gouvernement de l'époque, l'Assemblée des départements de France a pris l'initiative, concrétisée d'abord en 2010 par l'adoption avec 16 fédérations et à l'unanimité d'un projet de refondation de l'aide à domicile prestataire autorisé par les conseils généraux, puis en 2011 par la signature d'une plateforme commune entre l'ADF et 14 fédérations, rejointes ensuite par une 15e. L'une des 6 propositions phares de cette plateforme portait sur un nouveau mode de tarification horaire. Cette proposition a été reprise pour expérimentation par la loi de finances pour 2012, mais l'arrêté d'encadrement qui devait être publié en février 2012 par le précédent gouvernement a été bloqué pour des raisons inexpliquées et inexplicables. Nous nous sommes donc félicités, Madame la Ministre, que vous ayez très rapidement décidé la publication de cet arrêté, journal officiel du 21 septembre 2012. Des expérimentations à cet égard étaient certes déjà lancées, mais beaucoup de départements restaient dans l'attente de cette publication, dont les 3 annexes fixent un cahier des charges qui sécurise les expérimentations et permettra d'en assurer le suivi et l'évaluation. Ainsi, le département de l'Aisne, pour n'en citer qu'un, vient-il, à la suite de cet arrêté, de contractualiser avec les associations pour expérimenter un tarif au forfait global. Mais cela n'est pas tout. D'autres mesures immédiates et de plus long terme sont également nécessaires. Pouvez-vous, Madame la Ministre, éclairer la représentation nationale sur vos projets, compte tenu, je l'ai dit, de l'importance majeure du secteur pour la vitalité de nos territoires et de l'emploi. Je vous remercie. Merci, Madame Michèle Delaunay, ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Sénateur Daudigny, je ne peux que souscrire à chacune de vos paroles. Le secteur de l'aide à domicile, qui représente plus de 8000 structures et plusieurs centaines de milliers d'emplois, fait face aujourd'hui à de lourdes difficultés et il doit bien souvent compter sur l'appui des départements pour y faire face. L'aide à domicile, sous forme associative, a ainsi perdu 5% de ses effectifs et au cours de l'année 2010 et 2011, ce sont 16 000 emplois qui ont été touchés. Pour cette raison, j'ai déposé, dès l'actuel projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement visant à consacrer au secteur un fonds de restructuration de 50 millions d'euros qui permettra de sauver plusieurs milliers d'emplois. En contrepartie, vous le savez, les associations devront évoluer vers plus de regroupements, plus de mutualisation, plus de professionnalisation et s'engager de manière plus ferme encore dans une politique de prévention, préparant ainsi le volet prévention de la future réforme de la perte d'autonomie que le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé, ainsi que sur le plan métier que nous envisageons pour ce secteur, dont le potentiel est, vous le savez, de 300 000 emplois à l'horizon 2020.
Vous l'avez rappelé, il s'agit de plus d'emplois non délocalisables, initialement peu qualifiés et vecteurs d'inclusion sociale pour nombre de ceux qui s'y engagent. Par ailleurs, pour sécuriser les expérimentations menées par les conseils généraux en matière de tarification, qu'elles reposent sur le modèle porté par l'Assemblée des départements et la Fédération des 15 ou sur celui proposé par le rapport de Mme Poletti, j'ai, dès mon arrivée, demandé que l'arrêté fixant le cahier des charges de ces expérimentations soit enfin publié. Cette publication, le 21 septembre, montre notre engagement, mon engagement, aux côtés des départements pour poursuivre ou initier ces expérimentations. Le domicile est au cœur de notre politique de l'âge, et ceci conformément au souhait des Français de demeurer chez eux le plus longtemps possible, tout en restant pleinement acteurs de la société. En partenariat avec les départements, nous sommes d'ores et déjà engagés dans l'élargissement de l'offre de domicile. Parallèlement, l'engagement vous a été donné à l'Élysée par le président de la République lui-même de mieux prendre en compte les difficultés des départements, et cette démarche, nous la ferons en partenariat étroit avec vous tous. La parole est à Monsieur Antoine Lefèvre pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, alors que se tient cette semaine à Paris, comme tous les 2 ans, le Salon international de l'alimentation, force est de constater que le Made in France, cher au ministre du redressement productif, est aussi dans nos assiettes. L'agroalimentaire est un atout important pour notre commerce extérieur, tout comme l'était notre agriculture. Je dis « était » car en effet, celle-ci a été devancée ces dernières années par nos voisines allemandes et néerlandaises. Notre agriculture a donc besoin d'un soutien ferme de nos gouvernants et non pas de revirements successifs qui mettent à mal les prévisions de nos agriculteurs. En effet, tout récemment, et au nom de la protection de la biodiversité, vous avez, Monsieur le ministre, avec votre collègue de l'écologie, informé la profession de votre volonté de porter de 3 à 4% sur les exploitations les surfaces qui doivent être occupées par des haies, jachères, plantations, pièces d'eau, etc. C'est ce qu'on appelle les SET, surfaces en équivalent topographique. À l'origine, ces éléments devaient représenter 1% dans le dossier PAC, puis 3% en 2011, gelé en 2012. Alors que la campagne 2012-2013 est déjà engagée, avec des programmes d'assolement déjà définis et des semences qui sont déjà commencées, un tel changement de règles va générer un manque à gagner certain pour les agriculteurs sans aucune contrepartie. Alors que les discussions pour la PAC 2014 sont sensibles en ce qui concerne son verdissement, une telle initiative tendant à réduire encore et sans préalable les surfaces cultivables, c'est un signal prématuré. En devançant une décision qui n'est pas encore prise, la France se retrouve donc, comme souvent, en distorsion de concurrence avec ses voisins, d'autant que la décision européenne n'est pas arrêtée. Il semble d'ailleurs que vous auriez évoqué votre soutien à une hausse jusqu'à 7% dans le cadre de la future PAC. Aujourd'hui, les agriculteurs sont bien conscients des enjeux liés à l'environnement et à la biodiversité, mais ces initiatives ne doivent pas entraver la compétitivité de notre agriculture. Je vous remercie donc, Monsieur le Ministre, de bien vouloir considérer les appels des agriculteurs qui vous demandent de renoncer à ce projet d'accroissement des SET, qui va contribuer à tendre encore plus le marché alimentaire. Merci. Bravo. Merci. Monsieur Guillaume Garot, ministre chargé de l'agroalimentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je veux d'abord présenter les excuses de Stéphane Le Foll, qui est retenu au congrès de l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM, et qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Alors, Monsieur le Sénateur, la France doit préparer l'avenir. Et elle doit le faire, s'agissant de son agriculture, en répondant à la fois aux enjeux économiques, mais aussi aux enjeux environnementaux, pour conquérir une nouvelle compétitivité, alors que, vous ne l'ignorez pas, Monsieur le Sénateur, nous avons perdu tant de terrain depuis 10 ans. Alors, après concertation avec l'ensemble des syndicats agricoles et avec l'ensemble des ONG environnementales et en plein accord avec la ministre de l'écologie, Delphine Batho,
Stéphane Le Foll, en effet, notre ministre de l'Agriculture, a décidé fin septembre de faire passer le seuil des SET de 3 à 4% pour l'année 2013. Alors pourquoi? Pour une raison simple. Parce que nous sommes convaincus que l'agriculture doit inventer un nouveau modèle faisant de l'engagement environnemental un atout pour nos agriculteurs. Et donc, nous soutiendrons les agriculteurs pour relever ce défi environnemental. C'est bien le sens de cette décision. Et je rappelle que, dans le cadre des négociations de la réforme de la PAC, la Commission européenne propose que chaque exploitation respecte un pourcentage de 7% des surfaces d'intérêt écologique. Et vous savez que la France soutient cet objectif européen de parvenir à 7%. Et donc, nous défendons l'idée d'inclure non seulement des éléments topographiques comme les haies, mais aussi des cultures qui sont intéressantes d'un point de vue environnemental. Ça concerne le lin, ça concerne le chanvre, ça concerne également les légumineuses. J'ai parlé du chanvre. J'ai parlé du chanvre. Je vois que ça vous fait sourire. Il n'y a pas matière à sourire, il s'agit bien d'agriculture. En tout cas, Monsieur le ministre, il faut terminer. En tout cas, c'est en travaillant plus sérieusement. Merci de votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs. C'est en travaillant de façon progressive et toujours déterminée dans ce sens que nous pourrons engager le changement pour une agriculture économiquement et écologiquement performante. Je suis sûr, monsieur le sénateur, que nous obtiendrons un large accord de votre Assemblée sur ce projet, sur cette ambition, pour tout simplement réussir la mutation dont notre agriculture a besoin. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Roland Ries pour le groupe socialiste. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaite interpeller le gouvernement sur un sujet qui concerne Strasbourg, mais qui concerne aussi globalement la France. Je veux parler de la présence du Parlement européen dans la ville dont je suis le maire. Comme vous le savez, cette présence est depuis longtemps contestée par un certain nombre de députés européens et par des lobbies de toutes sortes qui souhaitent, comme ils disent, un siège unique, one seat en franglais, du Parlement à Bruxelles. Cette bataille a pris depuis quelques jours un tour nouveau avec une offensive d'une grande violence contre Strasbourg et donc indirectement contre la France. Ce positionnement est en contradiction totale, précise, avec l'esprit et la lettre des traités fondateurs de l'Union européenne qui non seulement fixent le siège du Parlement européen à Strasbourg, mais de plus mettent en avant le nécessaire polycentrisme européen et la répartition des sièges des institutions européennes dans plusieurs villes à travers l'Europe, et pas seulement d'ailleurs à Strasbourg, à Luxembourg et à Bruxelles. Des votes importants ont encore eu lieu avant-hier, 23 octobre 2012, sur la question du siège. Ils font suite à la série de votes auxquels nous assistons depuis le vote de l'amendement Fox, qui prévoit l'organisation dans la même semaine de 2 sessions parlementaires de 2 jours chacune pour contourner les traités qui stipulent que 12 sessions annuelles du Parlement européen doivent se tenir à Strasbourg. C'est évidemment inacceptable et cette ruse, je devrais dire cette manipulation, ne peut que jeter le discrédit sur les travaux du Parlement européen tout entier. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, de réaffirmer solennellement l'attachement de la France à la présence du Parlement européen sur son territoire à Strasbourg, de réaffirmer que ce point n'est pas négociable ou alors qu'il faut rouvrir la négociation sur l'ensemble des sièges de nos institutions européennes, c'est-à-dire en réalité rouvrir la boîte de Pandore, ce dont personne ne veut.
Et enfin, de redire que si siège unique il doit y avoir, ce siège ne peut être qu'à Strasbourg, conformément à l'esprit et à la lettre des traités. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de nous aider à faire face à ces nouvelles offensives dans lesquelles la mauvaise foi se conjugue à une agressivité grandissante et proprement inacceptable. J'ajoute que c'est aussi une certaine conception de la construction européenne qui se profile à l'arrière-plan de ce débat, à l'Europe économique et normative telle qu'elle se construit à Bruxelles, à l'Europe judiciaire et financière telle qu'elle se construit à Luxembourg et à Francfort. Il est plus que jamais nécessaire d'adjoindre l'Europe des peuples et des droits de l'homme telle qu'elle s'élabore depuis longtemps à Strasbourg. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de vos réponses et de votre soutien sur ce dossier. Monsieur Vidalis, Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je vous demande de bien vouloir excuser l'absence de Bernard Cazeneuve, qui est actuellement en déplacement en Bulgarie. Vous connaissez l'attachement des autorités françaises au rayonnement européen de la ville de Strasbourg et au siège strasbourgeois du Parlement européen. Notre position est simple. La France est attachée au respect des traités qui ont fixé le siège du Parlement européen à Strasbourg. Pour nous, cette décision est intangible et non négociable. La localisation des institutions européennes, et notamment du Parlement européen, dans plusieurs villes, permet de préserver cette Europe polycentrique à laquelle nous tenons, car elle constitue un outil précieux pour lutter contre la perception au sein des opinions publiques d'institutions lointaines, opaques et déconnectées des préoccupations des citoyens. C'est la raison pour laquelle nous sommes très vigilants au respect des traités. C'est dans cet esprit que nous avons saisi la Cour de justice de l'Union européenne contre la délibération du Parlement européen relative au calendrier des sessions 2012 et 2013 qui tendent à réduire le nombre de sessions plénières à Strasbourg. Les conclusions rendues le 6 septembre 2012 par l'avocat général de la Cour de justice dans cette affaire vont dans le sens de la position défendue par les autorités françaises. L'avocat général estime en effet que les sessions plénières d'octobre 2012 et 2013, artificiellement scindées en deux par le Parlement européen, ne peuvent être qualifiées individuellement de sessions plénières mensuelles et propose à la Cour d'annuler les délibérations du Parlement européen relatives au calendrier des périodes de session parlementaire pour 2012 et 2013. Les autorités françaises ont pris note des conclusions dès leur publication. Il appartient maintenant à la Cour de rendre son arrêt. Cela devrait être fait d'ici la fin de l'année si l'on se fonde sur les délais usuels. Cette saisine de la Cour de justice est une illustration de plus de notre détermination sur le sujet que vous évoquez. Le siège strasbourgeois du Parlement européen, pour nous, n'est pas négociable. Telle est la position du gouvernement, Monsieur le sénateur-maire. Merci. Monsieur Philippe Adnot, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, de la mer et de la pêche. L'État s'est engagé dans la voie difficile de la maîtrise budgétaire et a demandé que l'effort soit aussi partagé par les différentes collectivités locales. On peut le comprendre et pour ma part, j'y souscris, tout en faisant observer le fait que les départements sont dans une situation particulière dans la mesure où une bonne part des dépenses sociales qu'ils assument sont des dépenses obligatoires sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Si les collectivités locales sont appelées à contribuer à l'effort, il me paraîtrait normal que l'État joue franc jeu et fasse tout son possible de son côté pour ne pas augmenter les dépenses obligatoires. Je voudrais illustrer ce principe en citant l'exemple de l'obligation qui est faite en matière de transport scolaire pour 2015. D'une part, aux transporteurs d'aménager l'écart en vue du transport des personnes handicapées et d'autre part aux communes d'aménager en conséquence tous les arrêts de car. L'exécution de cette obligation représente dans mon département près de 1000 points d'arrêt à la charge des communes et une dépense annuelle supplémentaire de 900 000 € pour le Conseil général, résultant de la diminution du nombre de places dans chacun des cars et du surcoût contractuel facturé par les transporteurs. Cette dépense de 900 000 € est à mettre au regard
avec les 800 000 € déjà consacrés par le Conseil général au transport des handicapés, puisque cela est tout à fait légitime, nous sommes tenus d'aller chercher ces personnes à leur domicile, soit parce qu'elles ne peuvent pas se rendre au point d'arrêt, soit parce que le lieu d'enseignement ne correspond pas à ceux desservis par les circuits classiques et donc qu'aucune d'entre elles, finalement, n'utilise. Et donc, nous voyons tous que cela va créer une double dépense. Ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Dans le contexte de maîtrise budgétaire, êtes-vous prêt à reporter de 5 ans le terme de cette obligation de mise en conformité, telle qu'évoquée par la circulaire du 3 mai 2007, afin d'éviter aux communes et aux départements de supporter des dépenses supplémentaires au moment précis où vous diminuez les concours que vous leur apportez? Merci. La parole est à Monsieur le ministre Frédéric Cuvillier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de Marie-Arlette Carlotti, qui est en charge de la question du handicap au sein de ce gouvernement. Mais puisqu'il s'agit d'une question relative à l'accessibilité dans le domaine des transports, c'est une question que nous portons collectivement. Votre question est importante en effet, puisqu'il s'agit de difficultés dans l'application de la loi que rencontrent nombre de collectivités, puisque la loi du 11 février 2005, en effet, portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à la mobilité réduite au plus tard le 12 février 2015. C'est un objectif qui est essentiel, c'est un objectif qui est indispensable, indiscutable même. Cela fait maintenant un certain nombre d'années que le principe en a été posé. Je tiens d'ailleurs à cette occasion à signaler, à souligner le travail considérable qui a été réalisé par les différentes collectivités pour se mettre à niveau afin d'adapter l'accessibilité des transports, que ce soit les bus, les voiries, les gares, bref, d'innombrables travaux qui ont un coût effectivement. Mais force est de constater que aussi trop nombreuses sont les collectivités qui n'ont pas encore, ne serait-ce qu'adopté le schéma directeur d'accessibilité et que c'est un travail de diagnostic indispensable, préalable, permettant de programmer dans le temps les dépenses nécessaires pour pouvoir parvenir à ce haut niveau d'accessibilité et éventuellement de détecter les difficultés et pouvoir avancer sur ce sujet. Le coût de ces investissements est réel et important, mais il existe une dynamique qu'il convient de souligner et d'encourager. J'ai été élu local et, Monsieur le sénateur, je ne méconnais pas les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités dans ce domaine. Le gouvernement en est pleinement conscient et d'ailleurs Jean-Marc Ayrault a confié à une de vos collègues, Madame la sénatrice Claire-Lise Campion, une mission visant à définir avec les acteurs de terrain les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs en 2015. Je souligne simplement que cette question n'est pas inconnue à la fois du gouvernement ni du président de la République. Vous avez eu l'occasion d'ailleurs il y a quelques jours d'en faire état au président de la République avec ma collègue Marie-Arlette Carlotti lors d'une réunion avec l'ensemble des présidents des conseils généraux. Il est important qu'il y ait concertation, il est important aussi qu'il y ait exigence. J'étais à la Fédération nationale des transports de voyageurs et j'apprenais à cette occasion que seuls 15% de la flotte était aujourd'hui mise à un niveau d'accessibilité pour les personnes handicapées. C'est insuffisant. On me disait même, et je le fais vérifier par les services de mon ministère, qu'il existait encore des appels d'offres pour du matériel roulant qui n'était pas aux normes d'adaptabilité et d'accès pour les personnes handicapées, ce qu'il faut vérifier. Et je m'engage à pouvoir faire en sorte que l'information soit donnée. Et ici même, votre collègue Catherine Procaccia, lors d'une précédente rencontre à l'occasion de questions orales, avait souligné combien il était important aussi de faire œuvre d'information, notamment pour que, à la fois, notamment dans le domaine des transports, les taxis acceptent la présence de chiens accompagnant les aveugles. Bref, il y a au-delà des obligations, qu'elles soient matérielles ou financières, aussi un comportement à l'égard des personnes handicapées. Et ce comportement est indispensable pour pouvoir mieux vivre ensemble. Merci. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance
Elle reprendra à 16h15 pour l'examen de la proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité pour On se l'autonomie retrouve aux dans quelques travailleurs instants non pour salariés. refaire ensemble la séance avec nos invités. À tout de suite.